Mesdames et messieurs, bienvenue sur Décortique Éco sur ITV, qui a le plaisir de recevoir un homme distingué, un homme de grande trempe, qui connaît les différents secteurs de l'économie informelle. Il s'appelle M. Alé Dieng, qui est le directeur exécutif de Unacois ISL. M. Dieng connaît dans les moindres détails cette partie de l'économie sénégalaise, mais qui est souvent en but à des difficultés, et lui-même ne rechigne pas à la tâche pour réduire justement l'angle d'incertitude lié à cette économie informelle. M. Dieng, bonjour. Bonjour Mamadou. Et bienvenue à Décortique Éco. Et je vous remercie de cette invitation. M. Dieng, d'abord une question sémantique qu'il faut régler. Entre secteur informel et économie informelle, y a-t-il une nuance ou bien y a-t-il une différence de taille? Oui, la deuxième expression est préférable pour trois raisons. La première raison, c'est que le BIT, qui est un organisme onusien, le Bureau international du travail, oui, n'utilise plus dans ses documents depuis 20 ans l'expression secteur informel. La première raison. La seconde raison, c'est que l'informel n'est pas un secteur. L'informel, c'est une conception, c'est une pratique, c'est une attitude, c'est un comportement. Alors que un secteur, c'est un secteur d'activité donnée. La boulangerie, le maraîchage, l'élevage, la distribution, tout ça sont des secteurs. Donc c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est quoi? C'est que dans un secteur d'activité donnée, comme je viens de les citer, il y a toujours une pratique formelle, organisée, structurée, et une pratique informelle, non organisée, non structurée, à la limite même underground. C'est des gens qui travaillent mais qui veulent s'échapper du fisc. Donc ils ne sont pas identifiés. Alors, c'est l'informel pur, et nous, en tant qu'organisation structurée où il y a à peu près 120 000 membres à travers les 14 régions du Sénégal, en tout cas le bureau dont je suis le directeur exécutif s'organise pour accompagner ces gens-là dans la formalisation. Et ce sera une manière de participer au développement de ce pays et à l'essor, en tout cas, de notre économie. Très bien. Vous avez parlé du BIT, du Bureau international du travail. Je rappelle qu'un Sénégalais du nom de Charles Belzaro a travaillé au BIT à côté d'un autre péruvien qui s'appelle Hernando de Soto, et ils ont mené beaucoup de travaux académiques justement sur la question du secteur informel et de l'économie informelle. Et je crois que plus tard, c'est eux qui ont plus ou moins influencé les orientations du discours du BIT par rapport donc à l'économie informelle. Merci beaucoup. Mais quand on revient à notre pays, aux réalités de notre pays, les hommes et les femmes qui s'activent dans l'économie informelle, sont-ils en chair et en os? Oui, c'est des gens en activité qui viennent en général de l'intérieur du pays et qui s'agglutinent dans les capitales régionales comme Dakar, Thiès, Touba pour Diourbel, mais aussi Ziguinchor et Kaolack, par exemple, c'est les grands centres-villes. C'est des gens qui, en général, même viennent du milieu rural. Ils pratiquent l'élevage ou bien l'agriculture. Après la saison des pluies, après la récolte, ils viennent avec peu d'argent pour essayer de s'investir dans la distribution, dans le commerce, un peu dans la restauration. Tout ça constitue les activités de l'économie informelle. Mais c'est des gens rompus à la tâche. C'est des gens qui ont la capacité de déplacer des montagnes. Et je peux vous dire, mais beaucoup de jeunes ont été dans cette activité avant d'immigrer, avant d'avoir les moyens d'immigrer. Bon, d'autres aussi restent ici, ne voyagent pas ou bien voyagent quand ils ont assez de moyens, mais voyagent pour importer, voyagent pour découvrir de nouveaux horizons, comme il y a d'autres aussi qui peuvent voyager pour trouver de l'argent extérieur et revenir ici. Mais je peux vous dire que, selon les statistiques de l'ANSD, en tout cas le recensement fait par le recensement général des entreprises, RGE, de 2017, notre tissu économique est composé de pratiquement plus de 97% de PME et d'entreprises informelles. Donc qui contribue un peu à la formation donc, du PNB. Mais bien sûr, donc on va considérer les grandes entreprises qui constituent moins de 5%. Et du point de vue de la participation dans l'effort du pays, ça mérite un autre encadrement pour que ça soit plus efficace, pour que ça soit plus efficient. Mais en attendant, on voit l'ensemble des fonctionnaires du Sénégal font moins de 500 000.
Oui. C'est 120 000. Les fonctionnaires, c'est 120 000. L'ensemble, oui. L'ensemble des fonctionnaires, c'est moins de 120 000. Les autres salariés des entreprises formelles conçuent moins de 500 000. L'ensemble, c'est moins de 600 000. Oui. Comparez ça à 3,5 millions les acteurs de l'économie informelle. Oui, ça partout. Oui, vous voyez, donc du point de vue création d'emplois, il y a un grand fossé. Donc c'est des gens, en tout cas dans le milieu où je suis depuis 30 ans, je peux le dire et je vais le dire en toute humilité, nous sommes incontournables. Et je crois que ça peut être même dupliqué dans les autres capitales africaines, puisque l'informel est créé par quoi? C'est d'abord l'exode rural, la pauvreté qui s'est installée à l'intérieur de nos pays, avec spécifiquement le Sénégal, avec la macrocéphalie de Dakar. Donc tout le monde se retrouve là où on constate 85% de l'activité économique concentrée à moins de 0,3% du territoire national. Donc il y a tout ça. Vous avez décrit avec beaucoup d'émotion la façon dont on arrive à l'économie informelle. Mais une chose est d'entrer dans le secteur informel, autre chose est peut-être aussi de grandir et d'essayer de sortir de ce secteur informel. Celui qui entre dans l'économie informelle, a-t-il un jour le projet de s'en sortir? Bon, et d'en sortir est-ce que c'est possible de se donner un exemple? Je le dis en toute humilité, je suis entré dans ce secteur, mais après, dans cette économie, c'est après le bac. J'étais un ambulant dans le marché de Banjul. C'était en 89. Vous m'avez dit le bac? Oui, j'avais le bac technique même. Très bien. Donc j'étais prêt à aller travailler. Mais tenter l'aventure, j'ai quitté ce Dakar pour, disons, faire mes premiers pas à Banjul. Et quand je mettais les pieds, après le ferry de Batus, on appelle Batus Banjul, quand je mettais les pieds sur terre, je n'avais que 50 francs en poche. C'est extraordinaire. Mais Dieu merci, 48 heures après, on m'a prêté une somme de 15 000 francs à l'époque que j'ai changé en Dalasi. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'avoir me trouver une carte consulaire pour être en règle. Et le lendemain, je commence à vendre dans le marché avec quelques douzaines de chaussettes, de torsions par là, des lacets de chaussures par-ci. Et ensuite, j'ai débuté par ça jusqu'à avoir une table, ensuite une place à l'intérieur du marché, et ensuite une boutique que j'ai louée moi-même. Et un an après, j'ai créé ma propre société là-bas qui faisait du fret aérien entre Banjul et Dakar. Donc, c'est quoi? C'est d'abord l'envie de réussir, croire en la sueur de son front, et puis en se disant que, oui, il faut se faire une place sous le soleil, mais c'est à la force, en tout cas, de l'intelligence, mais aussi de la pratique pour y arriver. Et Dieu merci. Quand il y a eu la dévaluation du franc CFA en 1994, c'était au mois de février, si vous vous souvenez. Tout à fait. Février, et ça, j'étais en Gambie du temps d'Aoudé Diawara. Je suis revenu au mois de juillet, et septembre, il y a eu le coup d'État et Yadiamé est devenu président. Donc, tout le monde se rappelle que c'était en 1994. Et revenu ici avec l'épargne que j'ai pu faire, j'ai ouvert une cantine à télé. Avec mon épouse, je me débrouillais, et un an après, j'ai créé ma propre société qui aujourd'hui, j'en parle en touchant du bois, à des projets avec l'État du Sénégal à hauteur de 200 milliards. Là, c'est déjà pour montrer que l'informel doit se formaliser. Et nous, au niveau du bureau de l'INACOES, nous disons que notre mission, c'est d'encadrer les gens qui évoluent dans cette économie pour se formaliser davantage et participer au développement de ce pays en créant des emplois, mais aussi en investissant et aussi en tissant des partenariats avec des hommes d'affaires de l'extérieur. Et aujourd'hui, l'INACOES est dans cette dynamique. L'organisation, déjà en tant que telle, dont je suis le directeur exécutif, a des partenaires dans plusieurs capitales de Schengen. Milan, par exemple, Varsovie en Pologne, et jusqu'à Dubaï. Donc, nous évoluons dans ce secteur, dans cette économie, et comme vous l'avez dit, il nécessite quand même un encadrement. Malheureusement, l'État ne vient pas. On ne sent pas l'État à nos côtés. On sent l'État quand il faut payer les impôts. Alors que la bergère, ou bien en tout cas l'éleveur, le lait de la vache qu'il consomme ce matin, c'est parce qu'il avait donné du foin à la vache et ça lui a permis de produire. On aurait souhaité que l'État nous accompagne davantage. Alors, sur ce parcours très savoureux que nous a décrit donc notre invité, nous faisons une incursion dans les villes du Sénégal pour voir un peu comment s'organise le vécu des gens qui évoluent justement dans le secteur informel. Je pense que parler de l'adéquation entre la formation
et l'emploi nous tient beaucoup à cœur puisque ça fait partie de plus en plus donc des missions qui nous sont assignées en tant que chef d'établissement et ça depuis la loi d'orientation en 2015. Donc les autorités sont allées dans ce sens en impliquant de plus en plus le secteur privé dans tout ce que nous entreprenons. C'est ainsi que donc des conseils d'administration ont été créés dans certains établissements comme le nôtre et dans ces conseils d'administration, le privé joue un rôle important puisque même la présidence est assurée par le privé. Nous avons aussi les centres sectoriels qui sont donc des centres qui sont confiés à des branches donc du patronat appartenant au secteur privé. Et je pense que dans tout ce que nous faisons comme mission, comme formation, comme développement de programmes, nous le faisons donc avec le secteur privé. Au niveau de nos enseignements, du déroulement de nos enseignements, nous avons plus ou moins donc adopté comme modalité d'enseignement l'approche par les compétences. Qui dit l'approche par les compétences parle de référence, de référentiel. Ces référentiels, la première étape, c'est l'analyse de la situation du travail. Nous le faisons avec le secteur privé. Nous invitons d'abord les professionnels du secteur privé de venir, de nous faire la photographie la plus correcte possible donc des tâches de travail qui sont demandées aux futurs employés. Allant de cela, avec eux, nous élaborons le référentiel de compétences. Une fois que le référentiel de compétences est élaboré, donc nous autres professionnels donc de la pédagogie, nous essayons d'élaborer un référentiel de formation et un référentiel de certification. Donc, ce qui voudrait dire qu'en réalité, de nos jours, tout ce que nous enseignons au niveau de la formation professionnelle et technique, nous le faisons avec le privé. Donc, nos enseignements sont calqués sur les directives du privé pour que, à la sortie, au niveau de nos écoles, que nos professionnels, nos techniciens, ceux qui ont été formés, nos sortants, puissent avoir la main et une fois dans le secteur donc productif, puissent se donner sans problème donc ce qui est attendu d'eux. S'y ajoute au niveau du CFPT, donc des décisions fortes sont prises depuis 4 ans, 5 ans, puisque déjà notre plateau technique est plus ou moins élevé avec l'accompagnement de l'AJICA du Japon. Donc nous avons un plateau technique de nouvelle génération au niveau de nos ateliers. Nous faisons beaucoup de pratiques, 60 à 70% de nos formations sont pratiques, mais aussi nous avons signé beaucoup de conventions de collaboration avec des partenaires du secteur privé, des industries de la place. De toute façon, récemment, nous avons donc fêté nos 35 ans d'existence et pour l'organisation même, on avait pris un cabinet pour essayer de faire un rapport sur nos sortants par rapport donc au travail, etc. En son temps, je pense que sur à peu près 5000 sortants du CFPT depuis sa création en 1984, pratiquement les 80% étaient déjà donc dans le domaine de l'industrie, étaient opérationnels, soit en tant qu'employés, soit en tant qu'employeurs. Voilà, retour sur le plateau et à l'heure, nous décrivons un peu peut-être son séjour à Banjul, qui est un séjour très savoureux, mais à l'heure, en voyant un peu ces jeunes Sénégalais qui sillonnent les rues de Dakar, ça vous inspire quoi comme c'est un exemple type. Et nous, à notre niveau, nous encourageons ces gens. Pourquoi? Parce que y a même des industriels actuels au pays qui sont à la tête de grands groupes, mais qui sont issus de cette économie. Et je donne l'exemple de Bokar Samba Diao. Oui. Je donne l'exemple même de Baramou, le père de Serigne Mboup. Je donne l'exemple des gens comme Dame Yaye qui a été le premier président de l'UNACOIS à l'époque, en 89. C'est des gens qui se sont fait d'eux-mêmes avec des moyens du bord et qui ont été ambulants, boutiquiers, grossistes, demi-grossistes, importateurs et pourquoi pas demain industriels. Moi, personnellement, je me considère comme parmi des industriels de demain puisque nous avons des projets dans ce sens. Mais
dans le cœur de l'ambulant, quand tu frappes à son cœur, tu vas trouver quelqu'un qui a une ambition d'ouvrir une boutique, en tout cas de laisser cette place à autrui, ou bien en tout cas d'avancer, de se préparer, à entrer. Oui. Mais ça nécessite l'encadrement de l'État. L'État, certes, a mis des structures, mais est-ce qu'elles sont efficientes? Alors, en tout cas, nous, au sein de notre organisation, nos membres qui sont à l'intérieur du pays, dans les 45 départements, ne souhaitent qu'être soutenus pour avancer. Et en avançant, le commerçant s'identifie, il est immatriculé, ses activités sont connues et identifiées, et il participe en payant des impôts. Parce qu'il faut le fisc, parce que notre État ne vit que d'impôts. Alors tout le monde doit y participer, parce que cet impôt-là va servir à investir dans les infrastructures sociales, par exemple les écoles, les dispensaires, les infrastructures que tout le monde utilise, mais c'est les impôts des travailleurs, que ce soit des salariés, des fonctionnaires ou bien des entrepreneurs. Voilà. Alors, il me semble qu'il y a des rapports un peu difficiles entre l'économie informelle et peut-être l'administration et ses différents démembrements fiscaux. N'y a-t-il pas possibilité pour peut-être les gens qui évoluent dans l'économie informelle de sublimer cette économie en prenant peut-être l'exemplarité de certaines réussites. Notamment, vous avez parlé de la famille Mboup, vous avez parlé peut-être de Bokar Sambadji et autres. Mais toutes ces individualités, sans doute aujourd'hui, sont à prendre pour des exemples, ne serait-ce qu'en diffusant un peu leur parcours de réussite et qui permettrait donc à tous ceux qui évoluent justement dans l'économie informelle de devoir comprendre que la nécessité de composer justement avec un État qui lui-même également est là pour tout le monde. On le verra tout à l'heure justement dans la crise sanitaire et les réponses que l'État a apportées en invitant l'économie informelle à participer. Oui, c'est-à-dire l'effort que nous faisons doit aller vers un sens positif. C'est quoi? C'est que on ne peut pas demeurer dans l'informel. Parce que être dans l'informel, c'est essayer de se cacher, c'est essayer d'éviter le fisc, alors que l'État a intérêt à, en tout cas, accompagner cette économie avec la formalisation. Disons, il y a des performances. Il y a l'économie qui se sent soutenue dans le domaine des investissements, dans le domaine de la création d'emplois, mais même combattre la thésaurisation. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un centre dans un marché, les gens ne voient que des pertes en marchandises. Mais souvent, c'est de l'argent au niveau qu'ils ont laissé. Alors, en accompagnant ces gens avec en tout cas de la communication, mais aussi en poussant les gens vers... L'État doit inciter les gens pour la formalisation. Et nous sommes dit, même que pour ce qui concerne même la pandémie, l'État qui parle du programme de résilience économique et sociale et aussi du programme de relance de l'économie nationale, moi je dis, voilà une occasion propice pour que l'État puisse accompagner même l'économie informelle vers la formalisation. En fait, donc des outils de ce genre, en tout cas, sont les bienvenus. Vous insistez beaucoup sur ce que doit faire l'État, mais permettez-moi également d'insister sur ce que vous devez faire. Je veux dire, les individualités marquantes de l'économie informelle doivent être citées comme étant des exemples. Et peut-être même leur donner la parole, ne serait-ce que pour peut-être apaiser le secteur, les acteurs, et leur montrer qu'en vérité, il y a de la fiabilité et de la viabilité. Monsieur Ndiaye, je vous dis qu'ils sont des références parmi nous. Merci. Même chaque année, on fait un gala qu'on appelle le gala de l'entreprise. Et on donne des distinctions à titre possible à des gens qui ont été les précurseurs. Barambou, Dame Ndiaye, et des gens qui sont en activité, Moustapha Tal, Serigne Mboup et autres, des gens qui sont en activité, on les choisit comme exemple et même on leur donne des responsables au sein de l'organisation. Serigne Mboup, c'est un membre d'honneur. D'ailleurs, c'est moi qui établis les cartes de membres. Mais je te demanderai, avant d'avoir la carte, il faut obligatoirement le registre de commerce et le NINEA pour prouver que tu es déjà reconnu comme acteur. Parce que le registre de commerce n'est pas délivré par un ministère, il est délivré par le tribunal qui te donne l'autorisation de faire du commerce. Mais en plus de cela, on ne te donnera jamais de responsabilité dans l'organisation tant qu'on n'a pas découvert ce que tu fais, là où tu le fais et comment tu le fais. Tes activités, et installé dans tel lieu, quel domaine d'activité, dans quelle région, dans quel département. À part de ça, on vous donne une responsabilisation et tu deviens une référence par rapport aux autres commerçants. Donc nous négligeons jamais les profils de ces gens-là. On les met devant nous pour qu'ils nous servent de boussole et de référence. Mais selon vous, M. Dian, qu'est-ce qui est à l'origine de la peur des acteurs de l'informel à s'identifier et à se déclarer comme des acteurs effectivement qui ont pignon sur rue? Souvent, c'est la méconnaissance, mais c'est surtout
la peur du saut vers l'inconnu. Et puis on ne sent pas l'État à nos côtés pour l'encadrement. Je vais vous dire, parmi toutes les structures que nous avons qui sont proposées pour encadrer l'économie, la meilleure structure que je connais, moi, n'existe plus. C'était la Fondation Secteur Privé, qui a été dirigée par Amin Tagnan, si vous vous rappelez bien. Cette structure-là, en peu de temps, c'était, je crois, un projet de la Banque mondiale. En peu de temps, a donné des résultats probants. Mais depuis lors, avec l'arrivée de M. Abdoulaye Wade et l'arrivée de Macky Sall, je sens qu'il y a des structures, mais dont je ne dis pas qu'elles sont efficaces, mais elles sont moins efficientes que la Fondation Secteur Privé. Maintenant, je sais que l'État doit faire quelque chose, mais nous aussi, nous devons faire quelque chose. Nous sommes des partenaires de l'État dans ce domaine, mais nous souhaitons être, en tout cas, orientés, encadrés, puisqu'il n'y a pas une baguette magique qui peut transformer l'informel en formel, mais il y a un encadrement de très longue haleine, parce que c'est une longue transition, tout un processus. Il y a des gens qui ne veulent pas quitter, il y a des gens qui ont commencé et qui sont dans la transition, qui sont au milieu ou bien à la fin. Il y a des gens qui ont déjà tourné la page. Je refuse de me donner un exemple, mais je suis obligé de le faire. Mais au moins je vous parle, je suis en contact avec des partenaires extérieurs qui sont prêts à investir dans plusieurs secteurs d'activité. Et pourtant, ce n'était pas évident il y a 15 ans, 20 ans. Donc peut-être j'ai franchi le Rubicon en entrant, mais je veux tirer aussi les autres en leur disant, allez-y. Vous ne trouvez que du bien, puisque déjà, il y a un geste patriotique à faire, c'est créer des emplois. Avec le chômage endémique qui atteint les jeunes diplômés qui sont là, mais on doit les encadrer. Au moment où je vous parle, j'ai laissé 12 stagiaires dans nos logos. Et je les encadre, c'est des jeunes qui viennent de faire Bac plus 2, et dans différents domaines, le commerce, la logistique, le transport, et nous les encadrons. De la même manière, on va recruter des gens, et nous voulons que chaque chef d'entreprise, et on ne peut pas être membre de l'UNACOIS sans avoir déjà son ou ses entreprises. Alors on dit que ces entreprises, c'est des entreprises qui doivent être accompagnées, soutenues, développées, jusqu'à créer beaucoup d'emplois. Dans cette relation mi-figue, mi-raisin entre l'économie informelle donc, et l'administration, il peut y avoir donc des plages de convergence. C'est-à-dire que les gens de la haute administration peuvent découvrir l'économie informelle et inversement aussi les acteurs de l'économie informelle peuvent commencer à se dire mais ils sont fréquentables après tout. Nous pouvons déjeuner avec eux, nous pouvons prendre un verre avec eux, nous pouvons discuter justement des réalités de l'économie sénégalaise. Nous pouvons même peut-être envisager des choses de façon à ce que peut-être l'économie informelle soit citée en exemple et peut-être même ventilée un peu en Afrique. Pourquoi pas? Je salue les efforts de Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Tout à fait, oui. Non seulement il est en contact permanent avec nous, il nous a reçus depuis qu'il est ministre, ça fait 2 ans, c'est juste après la présidentielle. Oui, il nous a reçus 4 ou 5 fois. Et mieux, il a présidé notre gala. Et lors de ce gala-là, moi-même, j'ai parlé au nom de l'UNACOIS devant lui. On a décliné un peu notre programme. Bon, à l'époque, il n'y avait pas la pandémie. C'était juste, on ne savait même pas qu'il y avait une pandémie. Mais dans son discours, un ministre qui parle, il engage tout le gouvernement. Donc, dans son discours, il a montré sa disponibilité à accompagner l'économie informelle. Et spécifiquement les gens qui veulent se lancer dans les projets industriels. Alors, avec cet engagement, nous sentons un peu, nous pouvons, c'est une bouffée d'oxygène, je peux dire. Parce qu'au moins, l'économie informelle doit être d'abord comprise. Les acteurs de l'économie informelle doivent être d'abord compris. S'ils sont compris, ce sera facile de les encadrer, de les accompagner. Et je peux vous dire qu'ils peuvent déplacer des montagnes. Vu l'ambition, vu quand même, en tout cas, l'envie de bien faire et l'envie de participer à l'essor du développement, à l'essor de ce pays. Alors, monsieur le ministre de l'économie donc, est un Florentin, il comprend les choses et ensuite il développe une écoute en direction. Et il a été à la BAD, donc c'est quelqu'un qui connaît un peu le secteur privé. Très bien. Peut-être c'est l'avantage. Et je pense qu'il viendra prochainement donc, à l'émission Décortiquer, peut-être pour mieux encore décortiquer les rapports que l'État peut entretenir avec le secteur, donc avec l'économie informelle. Mais monsieur Dian, je dis donc il est peut-être facile de rentrer dans l'économie informelle, mais peut-être difficile d'en sortir. Moi, j'ai envie de savoir quel est le protocole que met en place un acteur de l'économie informelle pour quitter donc l'économie informelle et aller maintenant vers... Pour se formaliser. Pour se formaliser davantage. Bof, simple décision, simple option, je veux dire même option décisive, parce que il y a une frontière, il y a une frontière, mais la frontière s'ouvre dans la mentalité, dans la tête. C'est-à-dire, tu dis, moi, je veux me formaliser. Et puis, dès que tu as le certificat de registre de commerce et le NINEA, dès que tu as un compte bancaire, mais tu commences la formalisation. Tu vas aller dans une agence de voyage, acheter le billet d'avion pour aller dans un pays, acheter la marchandise par l'intermédiaire de la banque, mais tu te formalises déjà. Parce que tu vas payer la douane, Donc, c'est-à-dire, dès qu'on a l'ambition, c'est facile de franchir le Rubicon, comme on dit. Et
mais il y a des gens quand même qui arrivent, mais qui trouvent des écueils. Et ils préfèrent retourner à l'informel parce que l'État n'incite pas. L'État ne met pas... C'est-à-dire le gars qui franchit le Rubicon doit se sentir à l'aise et doit sentir qu'il va évoluer. Mais s'il trouve des écueils, si l'État n'est à côté de lui que pour lui prendre les impôts, alors que les impôts, c'est à partir du bénéfice, c'est à partir des activités. C'est comme la zakat, on ne peut pas payer la zakat si on n'a pas de la fortune. C'est la même chose. Donc, mais en tout cas, il est bon que l'État incite les gens à franchir en tout cas la lisière et se voir dans le formel et se voir dans l'organisation. Alors, mon invité, donc, M. Aledjian, qui est le directeur exécutif donc, de UNACOIS Yessal, est un opérateur atypique parce qu'à ses heures perdues aussi, il écrit. Récemment, il a rédigé un ouvrage très intéressant, nous vous le ferons découvrir prochainement, qui s'appelle Les vergetures donc, de Dame Justice. Mais qu'est-ce que vous a amené à écrire, M. Diané? C'est le récit, en tout cas, de séjours carcéraux, des gens que j'ai pu contacter. Moi-même, j'ai été 3 mois et demi en prison. C'était juste une affaire de dette. Mais dès que je suis sorti, j'ai écrit l'ouvrage et ça a été préfacé par Assane Diomandjaye. Et j'ai évité la presse au WARC. Et j'ai décrit comment, en tout cas dans l'ouvrage, comment on vit en prison. Et Dieu merci, moi, je n'ai pas perdu une seule minute là-bas parce que Dieu m'a donné la charge d'être imam dans la chambre où j'étais. Mais j'étais même imam de vendredi pendant pratiquement 3 mois. Et dans mes prêches, les gens me disaient, Monsieur Dieng, quand vous sortez, il faut écrire les conditions de travail. Et les conditions d'existence du moins, autant pour les prisonniers, autant que pour les gardes pénitentiaires. Et j'ai rencontré un de vos confrères que vous connaissez bien, Madiambal Diagne, je l'ai rencontré à l'intérieur. Et on a vécu ensemble un séjour. Et dès la sortie, j'ai écrit l'ouvrage et ça a été préfacé par un homme qui connaît bien, en tout cas, le fonctionnement de Assane Diomandjaye, qui est un droit de l'hommiste. Et l'ouvrage parle, comme son titre, les vergetures de Dame Justice, c'est quoi? C'est d'abord la justice qui est symbolisée soit par une balance ou bien par une dame. Mais les vergetures, c'est quoi? C'est les stries qu'on peut avoir sur le corps, surtout pour les dames. Alors, les vergetures peuvent enlaidir comme peuvent embellir. Mais en général, les vergetures enlaidissent la dame. Alors, j'ai dit le fonctionnement de la justice qui a été décrié par les magistrats eux-mêmes, par les prisonniers, par les gardes pénitentiaires, par les avocats, en tout cas certains avocats. Le fonctionnement de la justice qui n'est pas du tout libre, qui est souvent, disons, sous le joug de l'exécutif, avec le Conseil supérieur de la magistrature. Et je connais la différence entre les magistrats debout et les magistrats assis. Et c'est tout un phénomène que j'ai pu décrire dans l'ouvrage qui fait 260 pages. N'est-ce pas? Voilà, on y reviendra. Mais en plus aussi, le vécu que vous avez pu avoir, plus aussi les hommes que vous avez rencontrés, l'économie informelle que vous connaissez intimement, ça donne de vous une certaine légitimité. Comment arrivez-vous justement à parler à vos troupes, à vos hommes, à également être investis de leur propre confiance quand on sait qu'ils sont rebelles vraiment, non seulement à l'ordre, mais qu'ils sont également rebelles à l'orthodoxie? Et mieux, je viens d'être désigné parmi 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest par un journal qui s'appelle Influence Magazine. Et parmi ces 50 personnalités, il y a 18 Sénégalais, dont 4 ministres, y compris Abdou Karim Fofana, Aliou Sarr et même Sadio Mané et Gorgui Sy Dieng. Alors pourquoi cette aura? Bon, c'est le don de Dieu, fort probablement, ou bien sûrement. Mais comment puis-je avoir cette responsable au sein de l'organisation, avoir la confiance de plus de 100 000 commerçants à travers le Sénégal? C'est toujours un don de Dieu, fort probablement et sûrement. Mais c'est parce que aussi, j'ai fréquenté les Dara, comme eux ils ont fréquenté les Dara. J'ai appris beaucoup d'ouvrages de Cheikh Ahmadou Bamba. Je peux même les traduire en français, en anglais et en wolof. Donc ça, c'est déjà aussi un atout fort qui me... En quelque sorte, vous êtes des hommes de Dieu, et donc peut-être de votre référence... Et puis j'ai été sous la coupole de Cheikh Abdoulaye Mbacké, qui a été 3e khalife de Cheikh Ahmadou Bamba, que je connaissais très bien, que je fréquentais. Mais ensuite, j'ai été commerçant comme les commerçants. Et j'ai bourlingué comme eux, j'ai rampé comme eux, j'ai été ambulant avant d'être grossiste et avant de créer ma propre chose. Donc c'est tout ce parcours-là, cumulé, constitue quelque chose probablement enviable entre guillemets. Moi je ne peux pas me juger, c'est les autres qui peuvent me juger. Mais je le dis, et je dis tout ça par humilité, en disant que c'est Dieu qui fait les choses.
Et ça me fait une certaine notoriété. Bon, j'en remercie le bon Seigneur et je demande que les gens prient pour moi pour que je continue. On va peut-être terminer sur une petite note d'actualité avec justement ces histoires de plastique qui ont été l'emballage plastique. Mais voilà, le ministre de l'Environnement a fait une déclaration dans ce sens et peut-être même a montré effectivement qu'il y a des tonnages qui ont été arraisonnés. Mais selon vous, en quoi consiste effectivement cette Moi, je lui dis même que il est passé à côté. On lui a écrit un courrier dans ça, il n'a pas répondu. Probablement, c'est à cause d'un coup de fil du directeur de l'environnement qui a téléphoné au président. Peut-être ça serait là, mais il n'y a pas un courrier. Alors que l'administration, c'est l'écrit. Oui. Donc, on devait y avoir un courrier de réponse. Mais il y a un péché. C'est-à-dire, il y a une démarche paradoxale de l'État. Quoi? On importe la marchandise. On peut l'interdire en disant que la marchandise n'entre pas dans ce pays. L'importateur peut retourner le produit là où il vient ou bien il peut l'envoyer dans un autre pays. C'est fort possible. Mais si on autorise le dédouanement, on ne doit pas interdire la commercialisation. Alors que il n'y a même pas encore un produit de substitution. Oui, les emballages plastiques sont indispensables au niveau du marché, autant pour les consommateurs que pour les commerçants eux-mêmes. Mais avant de l'interdire par une loi qui a été votée, nous ne sommes pas contre la loi, mais nous sommes contre la mise en œuvre. Nous sommes contre la pratique de cette loi. Il doit y avoir un produit de substitution avant d'interdire l'emballage plastique. Et je peux vous dire même aujourd'hui en France, ce débat-là n'est pas encore posé en France, alors que la France nous sert souvent de référence. Mais nous nous sommes dit que il y a une démarche paradoxale de l'État, une structure de l'État, en l'occurrence la douane, qui autorise l'entrée dans le territoire sénégalais, et un autre service de l'État, en l'occurrence la direction de l'environnement, qui interdit l'utilisation de cette matière plastique. Donc il y a ce péché-là de l'État que nous condamnons. Et maintenant, si le ministre dit que les fautifs seront, les agresseurs seront sévèrement punis, mais peut-être c'est la force qui est au-dessus du droit et au-dessus de... On va voir ce que ça va donner. Mais nous condamnons cette déclaration du ministre. Ainsi prend fin donc Décortica Eco. Nous avons eu le plaisir de recevoir Aladien donc sur notre plateau. Il est donc la voix des sans voix. Il porte la voix et il montre la voix.